Bonjour à tous. Ce que je voulais dire en introduction, c'est qu'à 18h30, nous aurons la chance d'avoir un moment d'intimité avec Arthur H, juste derrière, voilà, pour écouter un petit peu de poésie. Voilà. Ma première question à tous les trois, parce que j'ai très envie que ce soit interactif, et j'aimerais bien qu'on ait peut-être 10 minutes à la fin pour une ou deux questions. Ma première question, c'est à quoi devons-nous résister? Puisque notre titre, c'est Résistance poétique. Pourquoi, finalement, résister? Mais je pense qu'on doit résister au désenchantement. Madame. On doit résister au désenchantement du monde parce que c'est ce qui nous empêche de pouvoir agir, de pouvoir nous mettre en chemin, de pouvoir nous mettre en action. Le désenchantement, c'est la peur. Le désenchantement, c'est de ne plus croire. Le désenchantement, c'est de ne plus avoir l'espoir. Donc, pour moi, oui, je crois qu'il faut résister au désenchantement, s'il faut faire court. Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille résister, parce que je pense que le principe de la résistance, c'est de s'opposer à ou de résister à quelque chose. Je crois plutôt qu'il faille accepter l'idée qu'on a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur ouvert. Donc, en fait, je pense qu'il faut accepter cette idée que chacun d'entre nous est quelqu'un d'unique, de singulier, avec un cœur merveilleux et avec un enfant intérieur. Et il faut protéger cet enfant-là pour qu'il continue à regarder le monde avec curiosité, avec émerveillement. C'est vrai que la résistance, c'est quelque chose de fort et d'un peu désespéré, en fait. C'est vrai que les résistants, pendant la guerre, par exemple, ils étaient vraiment très, très déterminés. C'était absolument essentiel, mais c'était vraiment du désespoir en action, quoi, pour lutter contre une force obscure très, très puissante. C'est vrai, dans Résistance, il y a ça. Dans Résistance, il y a combat désespéré dedans. Et je trouve qu'il y a... Dans la vie, il y a vraiment, comme l'a dit Freud, Ça commence fort. La pulsion de vie, la pulsion de mort, quoi. La pulsion de mort, qui est une pulsion de destruction, de non-écoute de l'autre, du viol, en fait, parce que le viol, c'est pas respecter l'intégrité de l'autre, comme ne pas respecter l'intégrité de la planète ou du vivant, ou s'en moquer, en fait. Et ce non-respect, c'est la pulsion de mort. C'est de dire que la mort, c'est pas grave. La destruction, c'est pas grave. Et versus la pulsion de vie, où au contraire, on va respecter la vie, on va la nourrir, on va y faire attention, on va être créatif, on va être dans le courant de la portion de la vie qui crée, qui s'invente, qui respecte et qui viole pas, en fait. Qui peut pas violer, c'est impossible de violer. Donc je trouve que, voilà, pour moi, c'est plutôt nourrir, en fait, cette pulsion de vie pour qu'il y ait un équilibre qui se garde, parce que depuis le début du temps, il y a une lutte entre ces deux forces, et la pulsion de mort gagne souvent, en fait. Et là, on a une espèce de pulsion de mort qui est en roue libre, en fait, qu'on n'arrive pas à arrêter. On n'arrive pas à la comprendre, on n'arrive pas à l'arrêter, on met des mots dessus, mais est-ce qu'on met les bons mots dessus? Donc pour moi, résister, c'est plutôt une histoire d'équilibre, en fait, de nourrir la pulsion de vie tout le temps, le plus qu'on peut chacun et collectivement, pour qu'elle ne fasse pas écraser par la pulsion de mort qui est bien là, quoi. Oui, j'ai une petite réaction là-dessus, c'est hyper intéressant. La vie et la mort, c'est le miroir, c'est un même miroir avec deux faces. Moi, j'ai l'impression que les sociétés occidentales, enfin je dis les sociétés occidentales parce que il n'y a pas qu'ici en Europe, n'a pas fait ce travail par rapport à la mort, l'idée de se laisser traverser par la mort, la relation à Thanatos, c'est-à-dire l'idée qu'on va être vieux, on va être malade, on va mourir. Et c'est un vrai paradoxe par rapport à ce que tu dis, parce qu'en fait, quand tu es vivant, tu es en mouvement, tu peux être alors avec des émotions de toutes sortes, hein, il y a plein de nuances, mais il y a un truc, c'est que dès qu'on commence à parler de choses qui touchent à la mort, donc notamment, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi il y a autant de résistance, justement, par rapport à cette idée que écologie, la science de la maison, économie, administrer la maison, comment on peut administrer une maison en la détruisant? Et en fait, pourquoi on ne s'arrête pas? Et je crois qu'il y a cette idée-là que, en fait, personne n'a envie de se regarder sur un arbre en train de couper la branche, le tronc,
et puis tomber avec. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas fait ce travail, qui est un vrai bug cognitif, je pense qu'il y a 2 grandes peurs archétypales, ce que disent les bouddhistes, c'est la peur de la mort, il y a un vrai travail à faire là-dessus, et la peur de la séparation. Chez nous, quand on coupe le cordon ombilical, le bébé il naît, et puis on lui met une tape derrière, et puis il crie, on se dit « ouais, super, il a crié ». Juste, il a un air qui rentre à 20 degrés de moins que celui qui était dans la poche amniotique, et c'est sa première grande névrose, quoi. Donc en fait, on est avec toutes ces pulsions intérieures qu'on ne comprend pas obligatoirement parce qu'on ne fait pas ce travail-là. On est plutôt dans une société du divertissement. J'en profite pour entrer là-dedans. Dans le divertissement, il y a divert, donc on détourne les gens de leur peur de la mort pour, d'un côté, effectivement se divertir, de l'autre côté, prendre des assurances-vie pour se protéger, parce qu'avec le consumérisme, en plus, il y a la peur de manquer. Voilà. Donc, ça c'est dit. Bon, allongez-vous. On va faire une sorte de petite psychanalyse collective. Vous l'aurez compris. On a besoin. le tableau étant campé, chacun dans votre art ou dans votre style, vous avez fait le choix de la poésie. Je ne sais pas si c'est pour résister ou pour être. On choisira le mot qu'on a envie. Peut-être nous partager... voilà, comment vous êtes arrivé finalement à résister à travers la poésie de ce que vous avez pu observer et de ce que vous avez envie de partager aujourd'hui. Je ne sais pas si Olivier, tu veux commencer ou... Je peux commencer, finir comme vous voulez. Oui, poétiser le monde, c'est regarder le monde avec émerveillement, et c'est aussi ressentir le monde, je crois. En fait, on est dans un monde qui est devenu très mental, on pense beaucoup, on projette beaucoup, etc. Et je trouve que dans ce moment de transformation, on n'est pas dans une transition, on est dans une vraie transformation de ce qui est vivant en nous, à côté de nous, avec nous, parce qu'en fait tout ça, ça fait partie de nous, et nous, on est une partie de tout ça. On est dans une vraie crise, pour moi, de l'interrelation, de déconnexion à ce qu'on est vraiment. Et poétiser le monde, c'est accepter cette idée que la nature du vivant, elle est joueuse, elle est belle, elle est fragile. Et je pense que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, bon, je fais de la musique depuis l'âge de 4 ans, c'était pas mon métier, j'ai décidé de le faire maintenant parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Mais je dirais que c'est une manière de planter le beau et le fragile dans le cœur de chacun. Et je pense qu'on a besoin de revenir à ça, en fait, à ressentir ces choses-là pour que on se rende bien compte à quel point on fait partie d'un ensemble qui est en interrelation permanente. Et l'harmonie, en fait, parce que pour moi, le vrai récit ultime, c'est l'harmonie du vivant. C'est justement cette relation, ce que tu disais tout à l'heure, Arthur, à l'altérité, c'est-à-dire en fait accepter que l'autre différent est en interaction avec nous et crée en fait 1 + 1 = 3. Autre chose, ce que font les artistes en pratiquant leur art et ce qu'ils font aussi en le transmettant, en le faisant ressentir aux gens. C'est ce choix-là, moi, qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant. Arthur, pourquoi tant de poésie dans cette vie ? La poésie, d'abord, c'est un jeu de la langue, comme on l'entend, quoi. La poésie, c'est jouer avec la langue. La langue, c'est peut-être l'instrument l'outil le plus puissant qu'on ait, le plus destructeur, le plus constructeur, le plus fou. Et la poésie, c'est peut-être une façon de ne pas se laisser enfermer dans les mots, quoi, par les définitions. C'est tout d'un coup la langue qui dit hey, « attends, j'ai besoin de respirer un peu, je vais prendre l'air et je reviens ». C'est un peu ça la poésie, elle va faire un tour ailleurs, on ne sait pas trop où, mais après elle revient et la langue c'est un peu éclairé parce que sinon la langue c'est vraiment un truc terrible. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point on se manipule nous-mêmes par la langue et on est manipulé par la langue, quoi. C'est la manipulation ultime de l'enfance jusqu'à l'école, jusqu'à la politique. La politique, c'est une langue étonnante parce que c'est une langue vraiment très très manipulatrice, extrêmement manipulatrice. Les gens, ils font ça, ils savent faire que ça en fait, et ils le font sans aucun complexe, aucun remords. C'est une langue stérile, quoi. Et la poésie, c'est de dire tiens.
C'est vrai qu'on retourne vers le monde de l'enfance, on va jouer avec les sons, avec les mots, et puis on va... Je trouve que c'est quelque chose de très très important, parce que ça permet de se réinventer, justement. De s'inventer, tout court. Et de se créer. Moi, j'ai compris ça en écrivant des chansons et à Dieu Tristesse, en faisant travailler avec Jodorowsky. Oui, tu sais, il prescrivait des actes psychomagiques. En fait, c'était des actes poétiques, mais qui donnaient une note que tu faisais pour de vrai. Comme, sa théorie, c'est que l'inconscient a sa propre langue, qui est la langue des symboles et des images. C'est pas du tout une langue intellectuelle. C'est pas la langue de la compréhension, tu vois. C'est la langue qui parle directement à tout ton corps et à ton subconscient. Et en faisant des actes comme ça consciemment dans la vraie vie, qui sont des actes super poétiques, mais qui ont un sens de transformation, tu pourrais transformer ta vie. Et après, j'ai essayé de prendre chaque chanson comme un acte psychomagique à la Jodorowsky, c'est-à-dire que je me dis, une chanson, c'est un petit poème que non seulement je veux dire, mais que je veux chanter avec énergie. Il faut que je fasse super gaffe parce que c'est vraiment un outil, c'est la langue, c'est un outil créateur en fait. Bon, la poésie, c'est un outil créateur qui va potentiellement me transformer ou qui peut m'ouvrir une fenêtre. Tu vois, la poésie, c'est vraiment un truc que tu lances devant, tu vas dans l'invisible, dans l'inconnu, et qui t'ouvre une nouvelle possibilité d'être en fait. Donc c'est un outil ouvert en plus, tu vois, qui ne sert pas à manipuler les gens, contrairement à la langue normale. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est la clé de la liberté, quoi, de repenser, de ressentir sa propre langue, les mots qu'on utilise pour soi, les mots qu'on aime, les mots qui nous ouvrent des portes, déjà pour soi et puis pour tout le reste aussi. Voilà. Et le langage du vivant, parce qu'à t'écouter, c'est vrai que ce pouvoir de la vibration à travers le mot qu'on va retrouver dans la musique, qui est universelle, mais cette vibration qui peut être à la fois destructrice ou au contraire tellement galvanisante, tellement rayonnante et qui va te donner un sentiment, voilà, d'épiphanie. Et je crois que le pouvoir des mots, comme le pouvoir de la musique et du son et de l'universalité du son, est un pouvoir créateur. Ah oui, c'est vrai que ça peut créer de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est être habité par un Dieu, c'est cette énergie qui nous dépasse et qui nous régénère complètement. C'est vrai que la musique a cette fonction-là et ce pouvoir-là. Ouais. Moi, Priscilla, j'aimerais que tu nous parles. Tu es quand même allée à la rencontre de plein de peuples autochtones. Tu es allée comprendre, visiter, exprimer, ressentir. Peut-être nous parler de leur poésie, leur résistance poétique à eux. Alors c'est vrai que moi, depuis toujours, j'ai fait le choix de montrer la beauté. Je crois qu'il y a des gens extraordinaires qui sont des grands résistants ou des activistes qui montrent ce qui ne va pas, qui montrent le déséquilibre, la folie. On parlait beaucoup de la folie tout à l'heure avec Arthur. Et je crois qu'on a aussi le langage poétique et le langage du beau a une forme de résistance, en tout cas d'alliance pour pouvoir réenchanter nos imaginaires, réenchanter et de se reconnecter à quelque chose parfois qui est une déception immense, qu'il n'y ait pas cette conscience collective de prendre soin. Parce que finalement, on peut évidemment rentrer dans une grande intellectualisation de la crise qu'on est en train de vivre collective, mais c'est une grande crise des consciences. C'est quand même inouï de voir à quel point cette petite planète qui flotte dans l'univers, on en prenne si peu soin et qu'on soit là à continuer à rentrer dans un système consumériste qui ne fonctionne pas, on le voit bien, on en a fait l'expérience, et que malgré toute cette possibilité de se reconnecter à ces peuples indigènes, à ces peuples racines qui prennent soin, qui vont aller chercher évidemment ce dont ils ont besoin, mais en étant toujours dans cet équilibre, dans cette manière de prendre soin et d'être en alliance. Voilà, qu'il n'y ait pas une hégémonie d'une espèce par rapport à une autre, voilà, et qu'on puisse être dans cette
cette capacité de reliance permanente. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu pouvoir donner cette voix à entendre de tous ces hommes et femmes médecine, tous ces peuples qui, de par le monde, ont cet émerveillement et cette capacité de connexion avec l'invisible, avec une capacité du sacré dans toute sa forme la plus complexe et la plus belle, de pouvoir montrer que le mystère qui nous entoure, finalement, on le connaît mal, on peut y mettre beaucoup de mots, et que la spiritualité est une chose différente à la religion, et que cette spiritualité, souvent, elle est vraiment complètement connectée au vivant, à la nature, aux esprits des êtres, du vent, des arbres, de l'eau, de la mer, et de pouvoir interagir avec ces esprits, de les écouter, de les entendre, que les hommes et femmes médecine, les guérisseurs, les chamans de par le monde sont là pour recréer l'équilibre. Les Kogi de la Sierra Nevada nous le disent bien, au fin fond de leur montagne, à quel point nous sommes des petits frères un peu, qui avons perdu le sens de prendre soin, d'être dans la connexion avec le vivant autour de nous. Donc, moi, si je peux être juste ce petit trait d'union entre des voix fortes de cette connaissance, de cette interaction avec l'invisible, avec les esprits qui nous entourent, avec cette nature merveilleuse qui nous parle. Et parfois, on a oublié, je pense, nos sens sont un petit peu altérés. On a des filtres de technologie, des filtres de bruit, de vitesse, de consumérisme qui nous font oublier cette capacité d'être en exploration dans le silence de nous-mêmes et avec le monde, et de pouvoir entendre ces messages et de pouvoir être en écho de ces messages et de dialoguer avec ce monde. Donc, à travers des films, des enregistrements, des installations, l'idée de recréer peut-être, d'essayer de retirer ces filtres et de réécouter cet enchantement, cette connexion au vivant, ce savoir, ces messages qui nous sont donnés parce qu'on les porte en nous, mais parfois on a besoin de réactiver cette mémoire profonde, cellulaire que l'on porte chacun. Je propose qu'on regarde le petit passage Hybridos. Oui. Alors le teaser qu'on va voir là, c'est un projet mené pendant 5 ans à travers le Brésil pour faire une sorte de grande cartographie de la spiritualité brésilienne, de ce pays laboratoire, de ce laboratoire de culture qui mélange les peuples indigènes, européens, africains, de ce métissage incroyable qu'est le peuple brésilien, et de toute cette exploration à travers le vivre ensemble dans la communauté, des rituels, que ce soit des rituels des peuples indigènes. Il y a plus de 250 peuples indigènes au Brésil, à toutes les communautés afro-brésiliennes qui sont descendants de leurs rituels africains. Donc il y a ce métissage incroyable et qui fait qu'il y a des centaines de rituels au Brésil à travers des chemins d'exploration pour se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres, se reconnecter au monde. Donc on est allé mener pendant 5 ans cette exploration pour donner à voir la beauté de ce Brésil, de sa complexité, et de faire un projet qui soit à la fois une grande banque d'images et de sons en libre accès, parce que tout notre travail est en Creative Commons, donc qui permet d'avoir accès aussi bien aux communautés, de leur redonner tout ce qui a été filmé. C'est la base pour moi de mon travail, d'être toujours dans cet échange et de redonner ce qui a été donné. Et d'un long métrage, d'installation. Donc là, vous voyez là juste la petite bande-annonce et vous pouvez aller plonger sur le site de hybridos.cc à travers tous ces témoignages et ces films sur ces rituels. Hey,
Merci Priscilla. Est-ce qu'Arthur, tu as envie de rebondir? Parce que quand on a échangé rapidement tous les deux, tu m'as dit, mais il y a autant de chamanisme en France que dans les autres cultures. Et peut-être que ce chamanisme-là, on l'a comme cette connexion au vivant. Il est peut-être moins accessible. Disons, potentiellement, après, il y a eu en tout cas des traditions très belles en France, même littéraires, tout simplement, des écrivains, des poètes qui ont ce rapport sensitif au monde, ce rapport direct au monde. Et aussi, là, on ne peut pas faire l'économie de parler du monde invisible, en fait. Est-ce que, là, toutes les cérémonies magnifiques qu'on a vues, elles sont basées sur le principe qu'il y a une âme qui a un monde invisible et que quand il y a un problème, qu'il y a un conflit, qu'il y a une maladie, tout ça, le chaman qui est capable d'aller dans le monde invisible, il doit aller là et rétablir l'harmonie, rétablir l'ordre. Et ensuite, après, ramener cet ordre. L'invisible, c'est le premier monde. C'est pas le monde physique, c'est le premier monde, c'est le monde invisible. Ou alors, maintenir un ordre. C'est-à-dire que, comme à Bali, par exemple, dans tous ces pays où carrément toute la population participe, toute la population devient artiste, ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, en fait. Nous, qu'on a complètement oublié ça, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire que des enfants aux vieillards, tout le monde se transforme en acteur du maintien, justement, de l'ordre cosmique sur le pays, quoi. À travers les vêtements, toutes les offrandes qu'ils fabriquent, la musique, les rituels, il y en a pléthore, il y a beaucoup de pléthore. Il y a beaucoup de rituels. Mais c'est des rituels qui sont faits que pour créer un lien avec le monde invisible. Et qu'est-ce que c'est, le monde invisible? Parce que tous les gens là qu'on a vus, ils ont la foi. C'est-à-dire que pour eux, c'est une cosmogonie normale, en fait. Ils ne se posent pas le problème. Il y a les esprits, on leur parle, on communique avec eux, c'est tout. Et puis il y en a qui savent mieux le faire que d'autres. Et on fait des rituels pour communiquer avec le monde. C'est pas un problème, je veux dire. Nous, on est censé vivre dans une civilisation rationnelle, donc l'esprit n'est pas censé exister, quoi. À part si on a la foi, si on est croyant, c'est la religion, quoi. Mais on n'a pas de rapport précis avec le monde invisible. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est qu'une histoire de foi ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un monde réel avec lequel on peut communiquer? Et si c'est un monde réel, c'est quoi le monde invisible? Est-ce que c'est le monde de la conscience? Est-ce que finalement c'est un monde quantique où on peut aller et tout est possible, tout est potentiellement là, et tout est déjà là dans ce monde invisible, et il y a une forme d'ordre et de désordre, donc on peut y aller et faire le lien entre les deux, et nous c'est comme si on était finalement l'expérience de ce monde invisible, et qu'on avait la rigidité de la matière, la dureté de la matière pour pouvoir... vu qu'on serait des purs esprits, des pures consciences, mais on aurait besoin de matière pour se ralentir, pour essayer, pour grandir, en fait. C'est comme si la vie voulait grandir, mais qu'en fait, la vie, l'essence de la vie, c'est l'invisible. Et donc, quand on se relie à ça, on se relie à qui on est vraiment, et aussi à notre pouvoir de transformation, et à notre pouvoir aussi de garder un lien entre les deux, et de ne pas se couper de ce monde-là. Donc, est-ce qu'on peut faire ça en France ? Oui, on peut le faire, mais sauf qu'on n'a pas de rituel. On n'a pas, à part un rituel catholique, par exemple, mais il faut rentrer dans la religion catholique, et puis la religion catholique a tellement été atroce qu'on n'a plus envie, on est allergique, on est dégoûté, quoi.
Ils ont trop été corrompus, on peut plus y aller. Or, c'était notre façon d'aller parler à l'invisible. Maintenant, on l'a plus. Donc, c'est vachement important ce que vous faites et tout ça, parce que ça nous permet de nous connecter aussi à des gens qui l'ont encore, mais le trouver pour nous. Parce qu'on s'en fout qu'ils fassent leur rituel. Enfin, on s'en fout pas, parce que ça existe dans le monde, c'est très très beau. Et si le rapport avec le monde invisible maintient un ordre dans le monde secret, eux, ils le font. Mais sauf qu'on doit le faire aussi. Donc nous, on est obligés de réinventer des rites qui nous ressemblent. Et ça, c'est vraiment un grand... pour que le contexte dans lequel on vit continue à se régénérer, à rester vivant, que la pulsion de mort ne prenne pas le dessus. Et ça, c'est capital, en fait. Dans la religion juive, il y a ça aussi. Il y a le fait que des gens qui prient comme ça, qui sont vraiment connectés, ce qu'ils appellent Dieu, mais qui, disons, l'ordre secret du monde, quoi. Et ils restent actifs. Ça, c'est les humains ont ce pouvoir-là d'être connectés à ça et de faire le va-et-vient entre un monde où on va peut-être revenir quand on sera mort, si on est des consciences, si on est des âmes, on y reviendra. Mais on retournera aussi ici, peut-être, pour continuer ce travail-là, voilà, ce travail de va-et-vient, en fait, qui est la conscience, mais qui, en France, en tout cas, on a plein de grands artistes qui n'étaient pas du tout religieux, mais qui étaient à 100% là-dedans. Tu vois, par exemple, même dans la musique, Debussy, Ravel, enfin, des écrivains, il y en a pléthore aussi. Des gens qui sont dans ce contact avec ce qui est invisible et ce qui nous nourrit, quoi. Donc voilà, Même la représentation du corps humain, d'être cette reliance entre la terre et le ciel, et de ce rôle de se laisser traverser par les forces terrestres et du céleste vers le terrestre, et d'accepter ces forces qui sont autour de nous, ouais. Et d'en être, voilà, de les rayonner, et donc de ne pas les arrêter, au contraire, de laisser cette force de vie dont tu parlais. Après, ceux qui ont la chance de pouvoir faire ça, ce que exactement tu viens de dire, ils ressentent une forme de plénitude et de joie assez costaud. Regardez Olivier. Regardez Olivier. N'est-ce pas la plénitude même? Le maître zen, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Le jour de son anniversaire. Super intéressant. Toi, tu as eu la chance, Olivier, d'aller à la rencontre de personnes qui sont rentrées dans le monde invisible du vivant. Il est peut-être visible, mais il est assez invisible. J'aimerais bien que tu nous partages voilà, ce que tu as découvert et ce que tu vas pas tarder à partager de manière beaucoup plus grand public. Ouais, avant, je vais juste rebondir sur 2-3 petits trucs qui viennent d'être dits qui sont, je trouve, assez intelligents. J'aimerais noter plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est dans un monde, en tout cas les sociétés, encore une fois la société occidentale, parce que comme toi, j'ai voyagé pas mal, j'étais apprenti de griot, ethnomusicologue, et j'ai vécu aussi au Brésil et en Afrique. Et oui, d'abord, je pense que... alors, première chose, je ne vais pas le dire dans l'ordre, parce que ça m'est sorti de la tête, mais je pense qu'il faut beaucoup de silence intérieur pour voir l'invisible. On est dans une société qui est très bruyante. Et donc, évidemment, ça nous oblige à faire un très très gros effort sur nous-mêmes pour pouvoir se retrouver dans cette possibilité-là, la possibilité de cette île-là. La deuxième chose que je voulais dire, dans le désordre encore une fois, c'est que la dernière religion révélée dans le monde occidental, ce n'est pas la religion musulmane, ou dans le monde, c'est le capitalisme et le néolibéralisme. Et c'est une religion, en fait, qui est une religion à la différence des autres, qui est très paradoxale d'ailleurs, hein, qui est très matérielle pour le coup, et non pas immatérielle, et par ailleurs, qui a perdu tout le sens du sacré. Donc, quand tu mélanges une société individualiste à une société matérialiste qui perd le sens du sacré, tu es dans une société en perte de repères avec des gens qui sont en quête de ces repères-là. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire aussi que dans la façon dont on appréhende le sacré, effectivement, il y a les religions et les textes qui ont été écrits par des hommes, hein, et donc avec toujours cette relation homme de pouvoir, homme puissant, c'est ce que dit Fred Vargas hein, dans ses bouquins, c'est-à-dire cette relation qu'on entretient, nous, par exemple, au vivant, dans une pyramide, ce que j'appelle le tout à l'ego et l'apostrophe géo.
alors qu'on devrait être dans un cercle, tout à l'ego et l'apostrophe GAUX. Et c'est la même chose pour les religions monothéistes. En tout cas, moi je suis d'obédience juive, j'ai été élevé par un beau-père musulman, j'ai vécu en Turquie, je suis dans un pays catholique. J'ai lu, je crois, les 3, parce que j'avais écrit un spectacle sur l'île de Gorée où je devais traiter des religions animistes et des syncrétismes. Et je crois qu'il y a une différence aussi fondamentale, et là on va revenir sur les peuples racines, les peuples autochtones ou les peuples locaux, et d'ailleurs je rejoins Arthur, il y a des peuples locaux partout en fait, qui ont des pratiques sur les plantes, sur la relation à la spiritualité, parce qu'effectivement quand on dit spiritualité, nous, dans notre esprit à nous, c'est notre corps et dans notre esprit. C'est pas, il y a un esprit au-dessus ou en dessous. Donc en fait tout ça fait qu'on a un regard sur le monde qui est extrêmement différent, avec des référentiels qui sont extrêmement différents. Et donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on essaye de faire justement? C'est de revenir dans quelque chose qui remette en relation, en fait, puisqu'en fait, au bout du compte, on fait partie tous d'un même vivant. Moi, je ne vois pas de futur souhaitable sans présent conscient. Donc, de réinscrire en fait le vivant dans un présent conscient, c'est de considérer en fait que tout ce qui est autour de nous, comme dans l'animisme, a un esprit, dans le sens où c'est une matière organisée. Même une pierre, en fait, si cette matière n'était pas tenue par la gravité, par les phénomènes physiques dans lesquels on est, dans cet univers-là, cette pierre ne tiendrait pas. En fait, je veux dire, on est un amas de cellules. On est composé dans notre corps, juste pour que tout le monde le sache, nous sommes des aliens. En fait, nous sommes des aliens. 10% de nous nous appartient, 90% c'est du reste. Des bactéries, des machins qu'on ne connaît pas. Donc, et quand on travaille, les moines ou les chamans, ou etc., quand ils travaillent, qui font ce travail-là, ils voient exactement à l'intérieur d'eux ce qu'ils sont, à l'intérieur de ce tout, je dirais, hyper vivant, en mouvement, en perpétuel mouvement, plutôt en mouvement perpétuel. Voilà, donc ça, je pense que c'est hyper important par rapport à ce qui vient de se dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, ce qu'on fait, c'est simple. On essaye de reconnecter des éléments du vivant entre eux. Donc là, par exemple, moi, j'ai cofondé avec un certain nombre de personnes, Manu Katché, enfin plein de gens, un label musical à impact social et environnemental qui s'appelle, pour aller voir, Mangrove Music, MANGROOVE musique.org. Donc c'est né dans la mangrove, donc c'est pour ça. En plus, la mangrove, c'est un arbre totem. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de développer des récits fertiles, ancrés dans la puissance du vivant, et de les partager au plus grand nombre, avec tous les styles musicaux, parce que montre-moi ta musique, je te dirai qui tu es. En fait, on peut faire de la musique classique, toucher certaines personnes, ou de la world, de l'électro, ce qu'on veut. Et surtout parce que là où s'arrête le pouvoir des mots, c'est pas de moi, hein, c'est commence le pouvoir de la musique. Et au bout du compte, la musique, c'est un médium qui stimule l'imaginaire via le registre émotionnel. Il a aussi un impact physiologique. Hein. Si, je sais pas moi, si je vois un serpent et que j'ai peur, j'entends le bruit du serpent, ça va générer un taux de cortisol dans mon sang qui va me faire courir. Enfin, il vaut mieux. Si tu es en face d'un mamba noir, ça court très vite. Ou bien, si j'entends, je sais pas, la sirène des pompiers, je sais aujourd'hui qu'on est le premier mercredi du mois qu'il est midi, dans une caserne de pompiers. Si on est en dérèglement climatique, on va dans des blocos, ou si on est pendant la guerre, etc. Donc il y a un lien cognitif extrêmement puissant entre ce qu'on écoute comme musique et ce qu'on vit dans nos mondes, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul monde. Je rejoins complètement Arturo Escobar dans ce qu'il dit sur le pluriverse. On est constitué de plusieurs êtres et on est constitué de plusieurs mondes. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Là, par exemple, sur One Song, One Ocean. Donc One Song, One Ocean, c'est la thématique des océans. Donc on travaille sur la régénération des écosystèmes à haute valeur écologique et aussi sur des projets qui sont plus sur les mots ou qui sont les corrélaires sociaux de ces dérèglements. Par exemple, l'accès à l'eau, les migrations de population, enfin, etc., qui ont commencé il y a 30 ans à Lampedusa. Ça date pas de... Aujourd'hui, ça nous touche, donc on le voit. Mais c'était là il y a très longtemps. Et par exemple, on travaille actuellement avec le CNRS et le SCIAN, donc qui sont les gens qui travaillent sur la bioacoustique et qui travaillent depuis une quinzaine d'années sur la compréhension des langages animaux à travers en fait l'expression des signes sonores comme principe d'interaction sociale. Plus on a d'interaction sociale, plus la société est complexe. Plus la société est complexe, plus on va avoir de langage entre les animaux. Et donc il y a des gens en fait qui enregistrent des sons partout dans le monde, alors dans les forêts, chez les peuples racines, dans la mer. Donc là on travaille actuellement avec François Sarano, qui est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, qui est spécialiste mondial des cachalots. Et donc le cachalot, c'est un son, c'est un clic. Voilà.
À l'époque, donc là l'idée c'est de créer une conversation entre des artistes et des cachalots et de décrypter ces conversations derrière. Et l'idée derrière évidemment c'est montrer le beau mais surtout générer de l'empathie vis-à-vis d'un monde vivant, la mégafaune animale pour le coup océanique consciente. On n'a pas envie de tuer quelqu'un qu'on pense intelligent ou conscient à côté de nous. Enfin je pense, j'espère en tout cas. J'espère. Donc l'idée c'est ça, c'est par exemple le premier opus, j'ai fait appel à Eric Mouquet de Deep Forest, à De Laurentiis parce que les expéditions de la Calypso s'appelaient Deep Ocean. Donc je me suis dit en féminisant Deep Forest, on va créer Deep Ocean. Voilà, enfin c'est. Et donc on a travaillé, on a fait une résidence avec les artistes, on a créé une œuvre et on va la lancer. Donc je vais vous faire écouter c'est une œuvre en 3 parties. Avec 3. En fait, ce que disent les artistes, c'est le clic du cachalot, c'était un peu compliqué. Donc c'est juste un son de clic, même s'il est modulé à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce clic. Donc il y a des codas, des associations de clics entre eux pour créer le langage. Et on va en fait travailler avec le cachalot comme si c'était un instrument de musique. On va s'approprier en fait ce vivant-là comme un instrument de musique et on va rentrer dans une création avec cet instrument de musique. Donc il y a eu une phase de résidence avec les gens de la bioacoustique, avec François Sarano, une phase donc de production créative, et il y aura une phase d'impact, puisque évidemment notre enjeu derrière c'est de faire écouter ça au plus grand nombre. Il y a 3 parties, donc il y a une partie qui est très Philippe Découfflé, contemporaine, Maggie Marin, enfin de la danse contemporaine. Deuxième partie qui est plus sur Blade Runner, Ghost in the Shell, pour ceux qui ont les références, ou vous voyez, ce genre de film. Puis une troisième partie c'est Dance Floor, donc on compte faire le titre, le faire écouter en boîte de nuit et faire venir des gens qui n'ont jamais eu ces On va éviter le 3e niveau. Ouais, le 3e on ne le met pas là. Si tu veux bien. Quoi qu'il est super bien. Voilà, il est super bien. Mais pas tout de suite. On va mettre la 2e. Ouais. Donc tu veux, c'est quoi ce qu'on veut? Le film, ça s'appelle, je sais pas comment ils l'ont. C'est pas Sarano, c'est l'autre film. La musique en fait. Ocean. One Song, One Ocean. Voilà. Merci. Le langage de Morse, où on a envie de communiquer en Morse comme ça, avec le tac-tac-tac. Oui, juste une petite précision. Donc la première partie en fait est très proche de l'univers des cachalots, beaucoup plus calme, plus aqueuse, plus légère, plus aérienne. La deuxième, évidemment, l'homme est rentré dedans, ça intervient. Et la troisième est assez marrante. Alors je crois que Julie est dans la salle. Je sais pas, mais en fait il y a une danseuse apnéiste qui a dansé dans une grotte. Et le pitch, enfin je vous le fais juste, ça va sortir bientôt, mais c'est assez drôle, c'est que c'est un cachalot qui rêve d'un être humain dans l'eau. Et en fait, qu'est-ce qui se passerait dans la tête d'un cachalot s'il voyait un être humain dans l'eau en train de danser? Voilà. Bon, c'est tout. Merci Olivier de cette plongée en eau profonde. L'océanographe qui a inspiré tout ça s'appelle François Sarano. Si vous avez l'occasion un jour d'aller l'écouter en conférence, il est extraordinaire et il est aussi spécialiste des requins. Voilà. Il est génial. C'est un être, voilà, c'est ces personnes émerveillées par le vivant qui sont capables, par leurs yeux d'enfant, à 70 ans, de continuer à nous faire vivre leur émerveillement et à nous sensibiliser. Peut-être que, Priscilla, ce serait bien que toi, tu nous parles d'un autre vivant avec lequel tu t'es connecté il y a quelque temps aussi, qui est le monde végétal. Alors, Olivier pourrait très bien en parler aussi, hein, parce qu'il a... et j'espère qu'on aura assez peut-être parlé, la possibilité Olivier. de collaboration. Peut-être sur ce plateau va naître une collaboration fertile entre Olivier, Arthur, Renaud dont je vais parler, et nous, sur voilà, le champ du végétal, qu'on appelle l'électrophysiologie. C'est vrai qu'après avoir célébré ce chant du monde, très naturellement, j'ai eu envie d'aller vers la symphonie du vivant, d'entendre ce que les végétaux ont à nous dire, à nous raconter. Les chamans, les hommes et femmes médecines l'entendent. Ils parlent avec les végétaux, ils travaillent avec les végétaux, avec les plantes maîtresses, à travers les cérémonies, dans les soins qu'ils vont faire, dans la médecine traditionnelle. Et cette musique est présente dans tous leurs rituels et ils l'entendent, ils n'ont pas besoin de machines pour pouvoir l'entendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit peut-être, pour arriver à faire que ce filtre qui a été posé sur nos oreilles, on peut peut-être se servir de certaines machines, donc c'est l'étude, la science,
du mouvement électrique dans tous les êtres vivants. Donc c'est vraiment une science, l'électrophysiologie. Et aujourd'hui, il y a toutes les machines qui ont été créées viennent du polygraphe, qui est simplement un détecteur de mensonges. Comment on va détecter le signal électrique dans le végétal et de le transcoder en un champ et qui va montrer la condition du végétal et de son environnement. Et comment on peut interagir, être dans cette interaction et de se rendre compte qu'on est en permanence dans un champ électrique. Nous sommes un courant électrique, comme tu vous en parliez. Tout ce qui est autour de nous est électrique et vibration, et comment on va interagir avec cette machine. Et donc, depuis quelques mois, on a créé une sorte de petit laboratoire dans un lieu à Paris qui s'appelle le Consulat Voltaire, qui est un tiers-lieu. Et c'est un lieu où il y a beaucoup d'artistes. Et on s'est dit qu'on allait mettre une plante comme artiste, comme sujet de droit. C'est-à-dire, c'est pas nous, on est juste au service de la plante, et c'est la plante elle-même qui est artiste, qui est une musicienne. Et on va être au service de cette plante pour parler des droits de la nature, entre art et science, pour utiliser aujourd'hui toutes ces nouvelles technologies et d'être capable d'écouter ce chant, cette symphonie du vivant, d'interagir avec elle. Donc il y a énormément d'études depuis 100 ans, depuis les travaux de Chandra Rose, qui a été un des premiers à parler de tout ce phénomène électrique dans le vivant, et de pouvoir divulguer ce corpus de recherche. Aujourd'hui, donc Renaud qui est avec nous, et donc je vous invite, pour vous tous qui êtes là pendant 3 jours, demain et après-demain, on a une petite installation pour pouvoir vraiment être dans ce champ des fougères, de l'arbre, juste derrière, là où il y a le skatepark qui est un petit peu creusé. Et donc tout demain après-midi, vous pourrez venir vous poser et interagir avec la fougère, la Blue Fern, cette fougère bleue, et les autres plantes qu'on a apportées, pour faire une sorte de lieu de méditation, de reconnexion avec les végétaux. Et donc là, on va pouvoir écouter peut-être une petite démonstration, si Renaud veut bien lancer la machine. Donc Renaud Ruhlmann, qui travaille depuis plus de 5 ans à la recherche autour du champ des végétaux, et qui est en train de développer une nouvelle machine. Donc là, vous entendez donc les flûtes et le piano. Est-ce que, Renaud, tu veux parler un tout petit peu, dire quelques mots sur ce qu'on entend? Alors là, c'est l'interaction qu'on va avoir. Si on se met un petit peu en silence et que je vais arrêter de parler, on va laisser parler la fougère. Je pense que c'est elle qui sera le plus messagère. On entend donc l'interaction électrique, la sève, à travers la plante, et qui est transcodée par les machines qui sont utilisées pour entendre en son. On pourrait utiliser plein d'autres capacités. Donc la machine qui est en train d'être faite aujourd'hui, et de pouvoir se rapprocher au plus près du végétal et être moins dans une interprétation à travers des instruments, parce que là évidemment on va utiliser la gamme souvent du piano, qui est la plus grande gamme de 88 notes, qui permet à la plante de pouvoir s'exprimer. Quand on parlait de réenchantement tout à l'heure, c'est quand vous montrez à des enfants ce genre d'outils et qui peuvent communiquer. C'est-à-dire que quand ils tordent une feuille, ils se rendent compte que le végétal se sent agressé, donc ils s'arrêtent tout de suite de communiquer, de parler, de chanter. Donc c'est tout de suite une expérience directe. Ils en font l'expérience directe. C'est pas une interprétation, c'est pas une idée qu'on interagit avec le vivant qui nous entoure. C'est une réalité. Et donc, la plante s'arrête tout de suite de parler, de communiquer, de chanter. Et au contraire, s'il y a une intention de communication, une intention d'amour, une intention de joie, c'est incroyable de voir tout de suite la plante qui commence à interagir. Et ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, justement, avec des musiciens, des collaborations artistiques entre le végétal et le musicien. Et de voir les possibilités. Quand un musicien commence à jouer des gammes, souvent les plantes
se mettent à interagir avec la musique qu'elles entendent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir plus une plante, comme une artiste, plus une plante chante, plus elle commence à avoir une mélodie et avoir une capacité mélodieuse incroyable. Et elle va apprendre aux autres plantes autour d'elle, qui parfois sont plus timides au début, quand on met les capteurs. Et donc on voit cette interaction et voilà, ce phénomène électrique. Et donc moi je serais très heureuse que l'année prochaine on vous présente une collaboration entre Arthur, les Fougères et donc que ce soit né ici à Climax pour un beau chant de la symphonie du vivant. Ce serait merveilleux. Je propose qu'on peut-être coupe le son de la Fougère pour... Merci beaucoup. Elle a rencontré Boulez, hein, Hein? Elle a rencontré Boulez, cette Fougère. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, Arthur? C'est quand même une Mais expérience. est-ce que c'est une fougère japonaise? Parce que ça ressemble vraiment à de la musique japonaise. Non, mais c'est vrai. On sait qu'elle est bleue, mais je ne sais pas si elle est japonaise. La Blue Fern, on la trouve un petit peu partout, mais bien sûr. Oui, oui, Il y a un truc très très japonais Bien sûr. dans le rythme et les hauteurs de son. Mais tu vois, selon les plantes, et là tu parles par rapport à peut-être une identité ou une couleur musicale qui pourrait être intéressante, on a pu faire entendre, tu vois, le chant du tabac, donc qui est une plante médicinale qu'on utilise dans beaucoup de traditions. Et quand on entend le chant du tabac, les hommes et femmes médecine te disent mais c'est exactement le chant que j'utilise pour activer le travail de la plante. Je suis connectée déjà à ce chant direct. Et donc, comme les machines sont capables d'entendre la rythmique, les patterns, la vibration profonde de la plante. Donc oui, peut-être que, tu vois, justement la musique, parler de cette capacité de recevoir, qu'est-ce qu'est la capacité de création? Est-ce qu'on reçoit véritablement ou est-ce qu'on est juste réceptacle d'une énergie? Est-ce que la créativité, l'inspiration, comment on pourrait la décrire? Est-ce que c'est pas justement ça, se reconnecter à ce champ du monde et puis d'être capable d'être le réceptacle de cette énergie qui nous entoure et entre autres, du végétal. Non, mais, Ce qui est extraordinaire dans cette musique, c'est de sentir qu'ils ont un langage, quand même. Ouais. Parce que pour nous, un ficus dans un bureau, c'est juste un truc... en fait, c'est un peu vert, quoi. Ouais. C'est une conscience, c'est un être vivant et qui a sa propre fréquence et qui communique par des sons qu'on n'entend pas. C'est vrai que c'est un monde... quelque part aussi impressionnant que les cachalots, quoi. Bien sûr. Et il y a tout un domaine là d'expérimentation et de recherche autour des protéidons et puis des molécules sonores. On voit que les champs d'expérimentation qu'il y a au niveau de l'agriculture, de la médecine, de la thérapeutique, de la cuisine, et qui montrent qu'on est au tout début de la recherche, de la connaissance. On est en train de voir que d'écouter des molécules sonores de plantes médicinales aurait un effet aussi important que d'ingérer la plante elle-même. Donc ce qui ouvre aujourd'hui sur une médecine quantique, sur une capacité de restaurer aussi les terrains, les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites dans les Landes avec beaucoup d'agriculteurs qui ont subi énormément, évidemment, par les pesticides, tout ce qui est utilisé dans notre agriculture intensive. Et grâce au champ de certaines plantes, on voit que la restauration des terres est en train de se faire. Donc les agriculteurs eux-mêmes n'y croient pas. Ils se disent mais ça ne peut pas être si simple. Ça ne peut pas être si simple de restaurer le vivant autour de nous après avoir si maltraité la terre, de mettre simplement une plante, une fougère, de la laisser chanter pendant des semaines et de voir que oui, ça marche. Et donc là, il y a tout un terrain d'exploration où on est tout au tout début et qui montre une possibilité de collaboration, de reliance et peut-être enfin de prendre soin de ce qui nous entoure et d'être dans cette interaction dont on parle. Sauf que c'est un changement de civilisation parce que non mais ça veut dire que tout est conscience, tu vois. Parce que nous dans notre civilisation pour l'instant c'est rien. Donc un animal, tu sais, on peut le tuer, tout ça c'est rien. C'est un objet parmi d'autres. Et là, si c'est un être vivant qui a une conscience, c'est-à-dire que c'est la même chose que toi, c'est la même chose, dans une forme différente, avec d'autres contraintes. Tu vois.
des contraintes qui appartiennent aux plantes qui ne sont pas les nôtres, et un but aussi. Nous, on a un but, notre but, c'est pas le même but que les plantes, par exemple, à part certaines personnes, que je ne citerai pas. Merci. Et si c'est une conscience, comme on est tous les deux des consciences, c'est ce que les chamans ont très très bien compris, parce que eux, c'est une technologie millénaire. Ils savent exactement comment communiquer avec les plantes et leur parler, et tout ça. C'est comme j'avais vu des photos d'un mec qui chantait à ses oignons, et ses tomates. Il avait des oignons comme ça, tu vois. Des oignons énormes. Et qu'est-ce que vous faites? Et ben, juste, je leur chante et tous les jours. Je fais des prières. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec eux. C'est-à-dire qu'on communique avec la conscience. Et que la conscience peut, d'une certaine manière, nous entendre à sa façon et nous répondre à sa façon. Et qu'on peut trouver un langage commun, quoi. Mais ça, c'est un changement ça n'a rien à voir avec les concepts sur lesquels sont fondées notre culture. Rien. C'est complètement étranger. Du coup, ça ouvre à des mon espaces. avis, on est dans une mutation assez importante qu'on commence juste de civilisation. Ouais. Oui, je pense que cette civilisation du son, elle existe depuis la nuit des temps, parce que je pense qu'au commencement était le son. Chaque son raconte une histoire, et surtout le son, c'est de l'énergie, et c'est avant tout une vibration. Il y a plein d'exemples qui le montrent. Alors, sur les plantes, effectivement, il y avait eu une expérience où la personne qui avait le premier fait ce genre de choses, c'était le mec qui a inventé le détecteur de mensonges. Donc, en fait, il voulait couper la feuille de la plante, et le truc s'est mis à sonner, mais avant même qu'il coupe la feuille. C'est-à-dire qu'en fait, la plante ressentait cette émotion-là. Donc ça, c'est hyper intéressant à voir. Puis il y a un autre truc aussi que j'avais lu dans une étude. C'est parce qu'avant de faire ce que je faisais, j'avais un centre de recherche sur l'impact du son, donc on faisait beaucoup de revues de littérature. Et sur les protéines, en fait, c'est assez intéressant. Par exemple, vous savez que dans la musique de Jean-Sébastien Bach, il y a des suites d'acides d'acides animés, qui en fait correspondent à des protéines. C'est-à-dire que la fréquence de la molécule correspond à une note que Bach joue en fait dans ses préludes. Et il y a eu une étude en fait qui a été faite où une personne est en carence de protéines, et au lieu de lui donner la protéine, en fait, on lui fait écouter le son de la protéine. Ah ouais. Et donc on fait une prise de sang évidemment pour voir l'impact que ça a. Et en écoutant la protéidie, ce qu'on appelle des protéidies en fait, donc ça c'est je crois que c'est des recherches au MIT aux États-Unis, la personne voyait réapparaître la protéine dans son sang, sans même la manger, l'ingurgiter. Ça c'est un deuxième exemple. Puis le troisième exemple qui est quand même assez drôle, parce que je trouve qu'il parle de cette reliance dont tu parlais, d'interrelation. C'est, vous savez, quand les mecs partent dans l'espace, en fait, quand ils partaient dans l'espace au XXe siècle, donc il y a quelques temps déjà, il y avait ce qu'on appelait le mal de l'espace, c'est-à-dire qu'en fait, ils partaient dans l'espace et en fait, on ne savait pas pourquoi ils tombaient malades. Donc ils ont cherché, et puis un jour ils se sont dit, mais il doit y avoir un problème de connexion, peut-être parce qu'il y a les pôles magnétiques, il doit y avoir des trucs comme ça. Ils ont foutu des gens dans une cage de Faraday sur Terre, qu'ils ont mis, donc isolé de toute fréquence, etc. Et au bout de quelques mois, puisque ça a duré plusieurs mois, cette expérience, les personnes tombaient malades. Et elles tombaient de plus en plus malades, c'est-à-dire que dégénérescence, enfin plein de choses comme ça, etc. Et ils se sont rendus compte en fait que quand on part dans l'espace et qu'on quitte la troposphère, on se déconnecte en fait de cette fréquence qu'on appelle la fréquence de Schumann, qui je crois est à peu près à 4,7 Hz, qui correspond aux états de conscience modifiés, les ondes θ de notre cerveau. Et donc, enfin, je ne veux pas faire du New Age, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais jusqu'à se dire qu'on est tous interreliés par quelque chose d'invisible, qu'on ressent, qu'on n'est plus capable de ressentir si on est déconnecté, mais que les peuples, je dirais, originels ressentent, il n'y a pas loin, de mon point de vue. Merci Olivier, ce sera le mot de la fin. On a commencé par la psychanalyse et on termine par le cosmos, donc tout va bien, on est ensemble. Je vais finir par une image que j'avais acheté, un disque musique pour les plantes fait par un docteur japonais. Il y avait une photo que j'adorais, parce que c'était un vieux japonais devant un cactus, l'air hyper concentré, avec un gros casque, des grosses lunettes, en train de mater son cactus. Et en dessous, il y a marqué « Professeur Nagasaki », au hasard, en train d'apprendre à compter à son cactus.
m'adorer, si tu veux. Et quelle poésie, ça. Est-ce que c'est pas la chose la Trop plus beau, parce que poétique le mec, qui il soit? apprenait vraiment à compter à son cactus, quoi. Et ça a pris du temps, parce que il est arrivé à 12, le cactus, mais au bout de 40 ans. Et oui, mais à l'échelle de l'univers, 40 ans, c'est rien. pas grand-chose. Et je pense que peut-être on peut, dans cette reliance dont on parlait, on devait avoir ce formidable être d'amour absolu, Edgar Morin, avec nous, qui n'a pas pu être avec nous, qui est un peu souffrant. Je pense qu'on peut lui envoyer voilà, toute notre énergie d'amour pour tout ce qu'il a encore à transmettre à 102 ans et de cette expérience terrestre extraordinaire. Et puisque nous sommes tous reliés, je pense qu'il ressentira cette énergie d'amour qu'on a à lui transmettre et combien il a été dans nos cœurs pendant cet échange avec toi. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous.